Alioune Badara Kane également. Vous aussi, vous pouvez tout simplement participer au débat en nous envoyant des messages sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Je l'ai rappelé, nous sommes en direct ce matin également. Le bulletin d'info au rendez-vous, la revue des titres également. Le sommaire est complet. Merci encore une fois de regarder votre matinale. Voici la capsule du coach. Allez, et ça démarre bien avec la corde à sauter, mesdames et messieurs. Parmi les ateliers avec la gym personnalisée et le coach d'eau. Alors c'est l'idéal. Allez, le coach d'eau qui va changer d'atelier. Et cette fois-ci, c'est avec le disque. Et regardez, assorti en tout cas de ce, ce squat avec les talons complètement posés au sol. Et ce sera autour de la barre olympique avec les pectoraux. Regardez ce travail. Évidemment, c'est au plat où on doit souffler. Hein. Allez, pendant le retour, il n'y a aucun problème. C'est l'inspiration profonde. Et quand la barre est en haut, c'est l'expiration. Avec la projection de l'engin vers l'avant, mesdames et messieurs. Et donc ici, encore une fois, mesdames et messieurs, c'est donc les bras qui travaillent le plus souple. Les équipes de la RTS mobilisées pour vous faire vivre les temps forts de cette journée importante pour Saint-Louis, bien évidemment, télé et radio. Et nous sommes en direct, votre matinale préférée. Je retrouve mon cher Alioune Badara Kane. Bonjour mon cher, comment vas-tu? Ça va? On passe un agréable séjour ici, il faut le reconnaître. On est à Saint-Louis. Même si nous avons débarqué en mode commando, on peut dire que le séjour jusque-là se passe agréablement bien. Et que nous profitons de la beauté de Saint-Louis, de sa majestuosité. Et voilà, c'est véritablement des moments forts dans la vie de reporter. Absolument. Et tout cela, on le doit à notre chère maison, la RTS, qui a su déployer la grosse artillerie pour qu'on puisse véritablement coller à cet événement d'envergure, un événement véritablement qu'il faudrait pérenniser dans l'agenda républicain. Et je pense que les nouvelles autorités quand même sont dans cette dynamique parce qu'il est question de rendre le Sénégal propre parce que c'est l'un des premiers signes d'attractivité d'un pays. Et véritablement, donc, nous sommes fiers d'être au cœur de ce dispositif-là. Et nous sommes chez le on le disait hier, mais aujourd'hui encore plus parce qu'on est à Guet-Ndar, c'est ça? Mais Guet-Ndar, j'ai eu des frissons en prenant le fameux pont. Le pont qui sépare Guet-Ndar de l'île mythique, en tout cas de Saint-Louis, parce que de l'autre côté, nous avons Sindoni. Sindoni, c'est chez moi aussi. Hein? C'est le royaume d'enfance de Père Batch, hein? Le grand supporter de la Ligue de Saint-Louis. De l'autre côté, vous avez le quartier nord et enfin, voilà, le mythique quartier de Guet-Ndar, le Guet-Ndar natal du coach Tandakha, ce berceau de la pêche artisanale qu'il faut préserver, qui fait quand même l'une des particularités de Saint-Louis. Tout à fait. Admirez cette belle carte postale. Tout à fait. Elle est magnifique, hein? Toutes ces pirogues, ces pêcheurs qui s'apprêtent à rallier la haute mer pour espérant ramener du poisson frais, du poisson qui est indispensable pour un bon tchéboudienne, le fameux tchéboudienne saint-louisien. Donc que d'espoir véritablement aujourd'hui, surtout après 3 mois véritablement d'installation des nouvelles autorités. Ici à Guet-Ndar, en tout cas, les attentes sont nombreuses. Voilà. Et j'allais dire justement que les défis le sont également. On est à la place. Porte ça vers Malaisie et autres. Mais on pourrait, comme tout à l'heure j'en discutais avec ma soeur Baba, on pourrait effectivement reprendre ces matières premières-là et créer d'autres richesses parce que c'est une économie circulaire. C'est ça un peu au Sénégal. Tout à fait. Voilà. D'Abassal, les populations doivent également s'engager dans tout ce qu'on appelle rendre l'environnement, ou en tout cas le cadre de vie propre. C'est les éco-gestes.
devenir des éco-citoyens. Ça passe également par les initiatives que vous menez, par exemple, parce que vous êtes vous-même dans la transformation. Alioune disait tout à l'heure, il y a de l'or dans les ordures. Il faut comprendre cela aussi pour que les comportements puissent changer. Tout à fait, c'est très important. On disait tout à l'heure qu'il faut aider l'État à nettoyer notre cadre de vie, mais ça doit commencer par nous-mêmes. Nous sommes tous l'État. Le pays nous appartient à nous tous. Et c'est pour cela qu'à Plasec Industrie, notre stratégie de développement de produits est complètement axée sur tout ce qui est cadre de vie. Avec les déchets plastiques, nous fabriquons de grands pots de fleurs pour décorer les places publiques, les plages. Et aujourd'hui, notre stratégie 2024-2025, c'est de lancer de grands conteneurs pour accompagner notamment la Sonaged pour mieux collecter les déchets. Parce que si nous voulons que la population mette les déchets dans des conteneurs, il faut que les conteneurs soient disponibles. Et nous sommes prêts à vraiment accompagner là-dessus. Tout à fait. Merci pour tous ces commentaires. Tout cela va contribuer à la relance du secteur touristique. Ici, on sait qu'il y a énormément d'acteurs qui s'investissent là-dedans. Saint-Louis, c'est une ville historique, véritablement. Alioune Badara également, remplie d'histoire. Hier, on parlait du stade Maître Babacar Seye. Et au-delà, il y a énormément de sites à visiter ici. Saint-Louis, c'est la religion également. Il y a le parc, absolument. La réserve de Gumbel. Parc du Djodj, il y en a énormément, le parc de Bango, avec des animaux qui sont là-bas. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont des endroits à découvrir et à faire découvrir aux Sénégalais. Il ne faut pas oublier le fleuve sénégalais. L'embouchure. Que d'atouts, Saint-Louis a tellement d'atouts. Elle en a à revendre, des atouts véritablement qui pourraient porter haut son tourisme. On parle souvent de Ziguinchor, du Cap Skirring, quand on fait la situation un peu du tourisme au Sénégal. Mais je crois que Saint-Louis pourrait même rivaliser avec Ziguinchor, voire même lui damer le pion, mais à condition que tous ces atouts-là soient valorisés. Parce que est-ce qu'il y a une ville au Sénégal, même en Afrique de l'Ouest, qui peut dire mieux autant sur son histoire? Je ne pense pas. Parce que quand même, ici, nous ne l'oublions pas, nous sommes dans l'ancienne capitale de l'AOF. Ça veut dire, tous ces pays actuels-là, qu'on peut citer comme ça, de mémoire, le Mali actuel, la Guinée-Conakry, voilà, Saint-Louis et tout cela. Et même à un moment donné, le Togo qui était sous protectorat allemand. Saint-Louis était la capitale. Donc pour vous dire que c'est un patrimoine, même pas pour le Sénégal, mais pour toute l'Afrique. Et c'est un pour les Sénégalais tellement d'en prendre soin. Puisque tu parles d'Allemagne, oui, vas-y. De l'hydrobase, là où on célèbre le 15 août chaque année. Donc c'est un endroit merveilleux où il faut le détour. Il faut y aller pour voir ce qui se fait, ce qui se passe là-bas. Mais Saint-Louis, ce n'est pas que le passé, je l'ai rappelé en introduction, Saint-Louis, c'est aussi l'avenir. Avec l'exploitation du gaz. Ça veut dire qu'il reste encore énormément d'opportunités à exploiter dans cette ville qui probablement va revivre ou renaître avec cette exploitation prochaine de gaz ici. Des opportunités d'emploi pour tous les jeunes, véritablement, au-delà de la pêche, bien sûr. Et Saint-Louis aussi, c'est une ville scientifique, ne l'oublions pas. Ah oui. Dès 1974, le président Senghor avait posé la pierre de notre auguste université, que Alioune Badara souvent me taquine. Mais effectivement, après 35 ans d'existence, on a fini d'avoir ce Premier ministre qui va être avec nous ce matin. Et même le président de la République devrait faire sa première année ici. Ne l'oublions pas. Mais finalement, Dakar nous l'avait chippé. Son excellence. Donc je crois qu'effectivement, vous l'avez dit, beaucoup de matières grises qu'on a ici. Avant le gaz, on a découvert aussi l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, il y a les problèmes de drainage des eaux. Mais effectivement, la SAED qui est là, nos collègues qui travaillent sur le delta du fleuve Sénégal. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait conjuguer les efforts pour aller vers la relance de l'économie dans le nord du Sénégal. C'est ça. Voilà. Que de cadres formés ici à Saint-Louis. Professeur Marie-Théoniane également. Oui, absolument. La liste n'est pas exhaustive. Notre ami de la matinale. Non, la liste ne saurait être exhaustive. Mais bon, on laisse l'honneur parce que je me dis que Dieu, quand même, finalement, a fait un très bon arbitrage pour les Ukadiens. Parce qu'eux tous, c'est vrai, ils sont Sanarois. Mais le premier d'entre nous, le premier des Sénégalais. Oui, mais il a fait sa première année ici. Non, il a failli faire sa première année. Dieu fait bien les choses. Ils ont la quantité, mais nous avons plus. Allez-y, Saint-Louis a de très très bonnes écoles, je ne veux pas dire les meilleures.
Mais Saint-Louis a de très très bonnes écoles. Absolument, le que Britannique ce soit militaire. le primaire, le collège, Oui. mais la formation professionnelle. Et pour le tourisme, Saint-Louis, pour moi, est une des rares villes au Sénégal où on peut se balader à pied sans vraiment craindre quoi que ce soit. Et ça, c'est très agréable. C'est ça. Que ce soit à Lille, que ce soit au bord de la plage. Au nord, on peut se balader du nord au sud, vraiment de manière très agréable. Et c'est justement cela qu'il faut préserver. Et c'est ça que les populations doivent aussi comprendre. Autrement, ça deviendrait difficile de pouvoir se balader pieds nus. Donc, il faut que l'environnement et le cadre de vie soient véritablement propres. Il est 7 heures. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Une parenthèse très rapidement. On a parlé de l'Allemagne. Les quarts de finale hier, ça me permet de parler un peu de foot avant d'aborder la revue des titres de ce matin avec les quotidiens. C'est passé pour la France, hein. Oui. Mais match nul finalement, Comme encore tir au but, dans véritablement. Comme d'habitude. Cet Euro 2024, c'est pas étincelant, mais ça gagne. Et c'est ce qui est important. Le résultat, c'est le résultat final qui compte. C'est pas étincelant, mais ça gagne. Oui, ça gagne. C'est ce qui est important. On n'a pas besoin de bien jouer. À la fin, on demande qui a gagné. Mais là, on a dit que la France n'a pas bien joué, mais elle a gagné. Donc, c'est le résultat final qui a compté. Et la France est en demi-finale. En demi-finale de l'Euro, elle va affronter l'Espagne. L'Espagne qui a sorti le pays hôte. Oui. L'Espagne qui a marqué, l'Allemagne a égalisé presque à la fin du temps réglementaire, à la fin du temps réglementaire, à la 119e minute. Le deuxième but de l'Espagne, ça a été un coup de massue avec les supporters. J'ai vu beaucoup de supporters allemands pleurer. J'ai vu aussi Manchester hier qui n'a pas pris son dîner à cause de cette défaite-là. C'était compliqué. Félicitations au meilleur joueur français, le CSC, le contre son camp. Donc je pense qu'il a été le meilleur buteur jusque-là de la compétition. Hier, l'homme du match, c'était Meigna. Parce qu'avec ces arrêts-là, il a vraiment sauvé la France hier. C'est la baraka de Deschamps. C'est vraiment la baraka de Deschamps. Parce que dans le jeu, les autres équipes auraient largement mérité de l'emporter. Mais au regard des matchs jusque-là livrés par toutes ces sélections, je pense que l'Espagne quand même mériterait bien de prendre cet euro-là. Ça va être un match de demi-finale difficile finalement. Il y a un autre match qui va être diffusé aujourd'hui sur la RTS à partir de 16h. C'est entre l'Angleterre et la Suisse. La Suisse, l'une des meilleures équipes de ce tournoi, accompagnée de l'Espagne. Match à suivre sur nos antennes et juste après, il y aura un plateau spécial avec Ibrahima Mboup et Amara Traoré sur le sport ici à Saint-Louis. De but de la Linguère et du Giraffe de Dakar. Très bien. Juste rappeler également que Boucher a été... Oui, vous avez vu les images hier. Il a été, le chaos. J'ai pas compris pourquoi il a accepté de prendre un tel combat. Mais rien qu'en voyant la corpulence, vous pouvez imaginer. C'est un père de famille, la recherche effrénée de la dépense quotidienne. Le fameux Daou Dépense là, a trouvé son sens hier. Hein. La RTS est en train de négocier un combat MMA. Mon cher Ban, tu veux pas un combat? Non, moi c'est bon. C'est 60 millions. Quand on est surendetté, je vais au boulot du lundi au vendredi, je m'entraîne le samedi et puis 60 millions, balancement des bras un coup, et tu vas chez Ardo, tu lui dis que je ne veux plus voir. Voilà. Et puis tu encaisses tes 60 millions tranquillement. Et je voudrais un combat aussi. C'est une belle façon de se faire de l'argent, finalement. Bien sûr, mais en alternance, on peut penser à l'agriculture et à la transformation des déchets. Absolument. Pour que le sport aussi soit un soubassement d'un personnel à récupérer aussi. Très bien. On va passer justement à la première partie de la rubrique invité. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui se posent peut-être des questions et qui se demandent où est-ce qu'on se trouve. Eh bien, nous sommes tout simplement à Guet-d'Arn, nous sommes sur la plage, bien évidemment. Vous apercevez peut-être encore toutes ces pirogues qui sont derrière nous. Et on parle de propreté, on parle évidemment de nettoiement aujourd'hui. C'est pourquoi on a choisi ce cadre-là pour illustrer tout cela, pour illustrer l'importance de cette initiative lancée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. On enchaîne, on va parler justement de la SONAGED et de la mobilisation de ses agents pour faire de cette journée une véritable réussite à Lyon. Voilà, donc honneur à la SONAGED qu'on peut considérer comme étant l'organisatrice pratiquement donc, de cette grande initiative du nouveau président de l'Afrique du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a fini de donner le premier coup de balai il y a de cela un mois. Et Saint-Louis a l'insigne honneur donc d'en recevoir le deuxième coup de balai pour rendre davantage le Sénégal propre. Et donc cette initiative ne
saurait prospérer sans votre participation. Donc vous êtes au cœur du dispositif institutionnel, du dispositif donc étatique pour relever donc véritablement ce défi-là. Alors Khalifa Ababakar Sarr, vous êtes aussi, je le rappelle, le tout nouveau DG de la SONAGED. Vous n'avez pas encore eu le temps certainement de d'éplucher tous les dossiers, mais comme nous sommes dans l'urgence, on est donc en mode commando. Quel a été, disons déjà, dans un premier temps, votre sentiment à l'annonce donc de cette initiative du président de la République, parce que je me dis que c'est véritablement un grand coup de pouce pour vous, parce que cela vous donne davantage de la visibilité, mais cela renseigne sur la détermination des nouvelles autorités quand même de rendre notre pays propre et attractif. C'était le Bossouf Satal qui a évolué avec l'inspiration de M. le Président de la République. Parce qu'effectivement, c'était un regain d'un modèle citoyen qui devait se décliner au lendemain de ces élections passées. Effectivement, subitement, tous les jeunes se sont levés pour penser à quand même embellir davantage leur ville et leur cadre de vie. Effectivement, mais dans ce cadre, je rappelle que la SONAGED, ce sont les professionnels aussi de la propreté. Aujourd'hui, si on nettoie et qu'on n'enlève pas les déchets, ça pose une grande problématique. On l'a vécu à Dakar, des déchets après qui restent sur place et qui vont nous poser plus de problèmes qu'on en avait. Et vous avez vu tout autour de notre environnement, il y a l'éparpillement des déchets, parce qu'effectivement, il y a un tri qui manque. Il faudrait qu'on pense à cette charte de tri au niveau de nos populations. Parce que depuis la maison, on pouvait ne pas mélanger les déchets et les tirer pour pouvoir, par exemple, en sortir de la production utile et certifiante pour le Sénégal. Mais comme vous l'avez demandé à Aline Badra, il y a aussi le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a été maître d'œuvre. Souvent, on se rencontre dans les réunions de préparation à la présidence de la République, mais nous devons faire tourner cette initiative avec M. le Président. Souvent, chaque mois, il y a un ministère qui doit être chef d'équipe, qui doit être capitaine. C'est hier ce qu'on appelait, nous, vers le mois de septembre, le ministère de l'Urbanisme va se mobiliser. Le grand ministère de l'Urbanisme, de l'aménagement des territoires et des collectivités territoriales. Parce que nous sommes supposés être le ministère qui couvre toutes les initiatives au niveau national. Donc je crois qu'effectivement, tout un chacun est concerné. Aujourd'hui, s'engager et aussi garder nos villes propres devient un devoir pour tout le monde. Mais quand même, pensons à éduquer à la base. Hier, j'ai eu Madame la directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits, ma sœur Djamila. Mais on va essayer de voir comment imprimer l'éducation environnementale chez nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre enfant qui mange sur le balcon, qui jette. Mais il faudrait qu'ils aient une conscience depuis l'école que quand j'ai un déchet, même si je ne vois pas de poubelle tout de suite, c'est pourquoi nous aussi, on a initié. Au départ, c'était même l'approche point d'apport volontaire pour aider les gens à directement dans les arrêts bus ou bien dans les secteurs quelque part de pouvoir poser leurs déchets. Mais effectivement, aujourd'hui, ça a évolué vers des points de regroupement normalisés. Vous voyez que dans certains carrefours ou autres, si le camion vous dépasse, vous pouvez récupérer vos déchets. Mais dans les PRN aussi, on ne vous demande pas d'amener des déchets qui sont mouillés ou bien des déchets souillés. Il faudra quand même que les déchets soient un peu rationalisés à travers nos poubelles qui sont multiples dans ces sites-là. Il y a ce qu'on a comme des points de propreté, les PP, qu'on peut avoir devant des lycées, etc. Donc je crois que, vous de la presse, vous nous aidez beaucoup parce que dans le changement aussi des comportements, il faut qu'on parle beaucoup aux gens. Parce qu'effectivement, les déchets, c'est l'affaire de tous. Nous, c'est pourquoi on a même pensé à une devise, la propreté partout, par tous et pour tous. Parce qu'effectivement, chacun doit, au réveil, penser, regardez, si à Tilène ou autre, on n'assure pas le service minimum avec nos véhicules, mais ça pose problème après la Tabaski ou bien la corrida. Donc je crois que le président nous a beaucoup aidé à relancer cette conscience collective. Et ça décline son balai universel, et qu'on a même qui ressemble à notre logo, nous. Vous voyez. Et d'ailleurs, un balai qui lui a été emprunté par pas mal d'hommes politiques dans la sous-région. Voilà. Mais en termes d'investissement, de moyens déployés sur zone, ici à Saint-Louis, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que la SONAGED a pu faire? Oui, et là aussi, il y a l'effort d'un de mes services, le Promojet, qui est une direction chez nous, parce qu'on avait pensé mettre en place ce projet qui devait aider à l'industrialisation des déchets. Mais nous remercions aussi les collègues des autres directions du ministère, le cadre de vie par exemple,
Et tout le monde s'est mobilisé comme un seul homme. Hier, on a convoyé beaucoup de matériel vers Saint-Louis et même le privé. Le privé, même si c'est timide pour le moment, il y a eu quelques-uns qui ont réagi, mais nous leur demandons d'être aussi plus agressifs sur le côté matériel. Pas seulement des brandings de t-shirts ou bien... C'est bien, l'eau aussi c'est bien, mais il faudrait qu'on pense. Et j'ai taquiné le directeur de l'ARTP l'autre jour pour leur dire que c'est un retour sur investissement. Parce que vous demandez à ce qu'on vous soutienne dans vos villes, dans vos quartiers, mais aussi il faut penser que notre budget aujourd'hui ne couvre pas tout le besoin. Hier seulement en venant sur Saint-Louis, j'ai terminé une réunion avec les concessionnaires. Vous les connaissez, souvent ils sont bouillants et c'est des menaces de grève de préavis, mais tout ça, on va discuter avec nos deux tutelles. Parce que ne l'oubliez pas, la Sonanged a deux tutelles. Tutelle technique du ministère de l'Urbanisme et tutelle financière du ministère des Finances. Avec le ministre Cheikh Diba, il mobilise beaucoup d'efforts parce que lui aussi, il connaît la planification budgétaire. Mais je crois que tout ce qu'on a amené ici hier, c'est du matériel et le gouvernement l'a très bien coordonné. Je crois que aussi il y a la RSE. Il y a beaucoup d'entreprises établies ici à Saint-Louis. Vous vous rappelez de l'OLAC, l'Office des lacs. Il y a aussi la SAED, il y a GDS, il y a beaucoup d'entreprises qui sont aussi dans l'agriculture. Il faudrait qu'ils pensent aussi à soutenir ces jours. Parce que nous, on est le centre névralgique de ces genres d'événements. Tout le monde nous demande du matériel. Finalement, et puis on pense à ce qu'on appelle, ce que disait le ministre Moussa Bala Fofana hier, avoir quand même ce rôle-là de donner du matériel, mais en format d'emprunt. Les gens doivent retourner le matériel parce que si on doit offrir, ça pose problème. Donc je crois qu'on n'aura jamais un nombre suffisant pour couvrir le besoin des Sénégalais pour cette journée-là d'investissement. Alors vous avez cité beaucoup de partenaires, des entreprises, mais pas que, des ministères également. Qu'en est-il justement des collectivités territoriales? Quels sont les axes stratégiques de collaboration avec ces collectivités territoriales, par exemple à Saint-Louis? À Saint-Louis, oui, je crois que le maire Amadou Mansour Faye va beaucoup appuyer aussi, mais pour les collectivités locales, on a un petit problème au Sénégal. Eux, ils ont leur domaine de compétences transféré au nombre de 9. Mais souvent, quand il s'agit de venir vers la Sonanged, ils croient qu'on doit seulement leur donner, alors qu'ils ont des commissions de l'environnement. Il faut aujourd'hui qu'on les renforce. Je l'ai fait avec un projet où j'avais appuyé la coopération belge sur le Kémopodi, Kermousse, Pout et Diender. Ils ont essayé de mettre en place un projet très ambitieux sur la sensibilisation, sur aussi l'organisation des déchets dans leur collectivité. Mais c'est les commissions de l'environnement qui doivent nous aider. Et effectivement, eux, ils ont un autre levier que peut-être la Sonanged ne pourrait pas peut-être développer comme ils le feraient, c'est-à-dire les PTF. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers. Mais auparavant, il faudrait que ces communes-là puissent faire l'inventaire de leur quartier. Si on n'a pas une bonne base de données, si on n'a pas quand même intégré la technologie, parce qu'aujourd'hui, les déchets aussi, c'est la digitalisation. Le président a appelé à ce qu'on fasse la digitalisation, mais parce que même avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, aujourd'hui, le Sénégal est au cœur de 11 pays pour le GMS en Africa, le Global Monitoring for Environment and Security. C'est pour les zones humides. Ici, là où nous sommes établis, c'est une zone humide. Donc, on pouvait, avec le directeur Chiambao du centre de suivi, que je salue au passage, nous sommes rencontrés à Sharm el-Sheikh dans beaucoup de villes avec l'Union africaine. Et aussi, il y a d'autres initiatives comme l'UOMOA, ce qu'ils développent sur des plateformes d'Atlas de la sous-région. Mais nos collectivités doivent s'adosser à ces programmes-là pour un peu aider nos sociétés. Parce que nous ne pouvons pas tout faire. Et ne l'oubliez pas, nous sommes aujourd'hui comme la RTS, nous sommes une société anonyme. Nous avons un côté commercial aussi. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait beaucoup de travaux pour des entreprises qui, comme l'AIBD. L'autre jour, Chabamba devait venir. On devait discuter sur la propriété de l'aéroport. Et on le fait pour d'autres entreprises parce que nous devons aussi récupérer de l'argent de l'autre côté. Bientôt, avec une autonomie, l'État pourrait nous dire, attendez, nous avions un budget colossal, mais c'est à vous de faire du 50-50. Et ça, on doit le préparer avec les populations sénégalaises, qu'ils nous aident à grandir, effectivement. C'est ça. Aziz à Saint-Louis, aujourd'hui, on a vu que beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de Saint-Louis. Quelle est aujourd'hui votre stratégie pour permettre à cette belle ville de retrouver son lustre d'antan? C'est s'adosser aussi sur les conseils de quartier. Saint-Louis aussi a l'ADC, l'Agence de développement communal, ils ont une très belle stratégie. Et effectivement, je crois qu'on va découvrir ici, ce n'est pas seulement à Gorombaï, peut-être vers l'université, vers Darou, on peut découvrir ces initiatives. Je ne sais pas si le Premier ministre pourrait voir, mais effectivement, il y a une chaîne de solidarité autour des OSC, les organisations de la société civile.
tout un chacun est concerné. Les ASC, par exemple, Abdou qui aime bien le sport, aujourd'hui on a parlé du label Esport, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique, mais même les Bougis, vous voyez nos supporters, ils ont quand même une association très forte qui fait aussi dans l'environnement. Les nettoyages de plages également, voilà. Qui nettoie les stades après chaque match. Après chaque match, on doit quand même encourager ces initiatives. Alors, déjà, vous héritez d'une situation où beaucoup de travailleurs quand même espèrent, et c'est une vieille doléance, quand même une meilleure revalorisation de leur statut. Je parle de vos braves travailleurs, hein, les dignes employés donc, de la SONAGED. Moi, je trouve qu'ils devraient avoir les meilleurs salaires de ce pays. Parce qu'il faut un travail plus que noble. Ça, je ne cesse d'en faire le plaidoyer. Alors aujourd'hui, par rapport à cette revalorisation-là du capital humain de SONAGED, quelle est la stratégie que vous comptez mettre en branle? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils puissent avoir au moins une bien meilleure situation salariale et puis des perspectives également de carrière? Oui, mais ce côté-là aussi, on a fait beaucoup de progrès. Récemment aussi, vous aviez noté que sur le Kheyundawi, on était presque l'entreprise qui avait été la plus déterminante. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens ont eu du Kheyundawi, mais c'est du travail invisible. Mais dans le milieu des déchets, on ne peut pas quand même ne pas descendre sur le terrain et travailler. Sauf qu'il y a un rééquilibrage à faire. Pour le capital humain, on a fait des efforts. Mes prédécesseurs en ont fait et on continuera à en faire. À l'une, on a les mêmes convictions. Moi, comme je vois les éboueurs aux États-Unis ou autres, tu viens, tu gardes ton véhicule, tu travailles, tu sors la tenue et tu repars. Effectivement, nous les respectons. Moi-même, je peux vous attester que dans chaque ville où je débarque, je pars les voir. Quand je vois la tenue, c'est pourquoi vous me voyez dans cette tenue. Je suis le premier éboueur, le premier collecteur. Mais le capital humain est fondamental. Et les autorités ont mis un accent particulier pour effectivement penser, leur donner cette dignité. Regardez dans nos villes, il y en avait des jeunes qui pouvaient... Otombalit, on entendait Otombalit, tout le monde se méfiait de Otombalit, mais maintenant les ingénieurs de conception, les polytechniciens sont tous dans les déchets. Parce que nous sommes en train de faire l'économie circulaire, on est en train de... Oui, ma collègue d'abord peut en attester. Et si on développe ces secteurs-là, demain on n'enviera personne. Parce qu'effectivement, le capital humain, comme même dans le défunt... je ne dirais pas le défunt, mais l'ancien programme PSE, on avait mis un accent sur... et dans notre projet aussi, nous, on va continuer à perpétuer des CRP, tous ces programmes-là, on parlait du capital humain. Mais la revalorisation de ce capital humain passe aussi par une requalification des secteurs. Et dans le programme Promoged, avec la Banque mondiale, avec tous nos partenaires qu'on a, on est en train de faire la requalification de Mbebes. Mais aussi, on a 99 décharges sur l'ensemble du Sénégal. Et les ponts bascules, on doit pouvoir remonter ces tonnages, faire une planification et savoir que tout ça, les déchets collectés, même si c'est 2400 ou bien 3000 tonnes de déchets par jour, c'est des Sénégalais qui l'ont collecté et ça doit être une ressource qui doit revenir vers eux. On doit les valoriser avec des primes. Aujourd'hui, j'ai parlé de la SA, mais si on travaille pour la collecte privée ou autre, mais effectivement, ces primes-là devaient revenir à ces éboueurs-là. Donc, je crois que vous avez touché une thématique qui nous encombre aujourd'hui. C'est ça. Et du coup, donc, j'en profite pour rendre hommage et souhaiter une bonne journée à vos agents qui sont du côté de Tivaoune, plus précisément vers le projet de regroupement normalisé de Keur Salam, donc à Rokaya, voilà, à Daba, à tout le monde. Donc, passez une bonne journée. J'ai bien fait passer le message. Votre DG est là et donc c'est bien reçu. Et je pense que, voilà, Inch'Allah, les résultats seront concluants. Je ne sais pas si c'est le maire de Tivaouane Peulh, c'est le chef de quartier, c'est le futur maire. Non, juste l'ambassadeur des travailleurs du nettoiement. Et pas que. C'est selon les jours, véritablement. Mais il faut dire que chaque jour... Voilà, ASC Tivaouane Peulh, véritablement, si ce n'est pas Thiès, on est à Tivaouane Peulh. Dans tous les cas, chaque jour, on a droit à ça sur le plateau. Ban, tu n'as pas un plaidoyer, tu n'as pas un message pour les gens de l'ICG de Pire. Personne n'a pour Pire. Déjà, on est de la même localité. Oui. Maintenant, il connaît les problématiques au niveau de Pire et ça va être résolu. Restons à Saint-Louis, s'il vous plaît. Daval, Saint-Louis est à l'honneur. Je crois que vous aussi, vous pourriez véritablement collaborer avec la SONAGED dans le cadre de la transformation justement des déchets plastiques. Effectivement, c'est notre vœu. Et c'est pour cela que nous sommes vraiment en train de faire toute la conception des conteneurs qui sont adaptés aux outils de collecte de la SONAGED. Et par ailleurs aussi, nous sommes en train de travailler
avec un réseau de femmes qui est à Saint-Louis. C'est le réseau RAFED, sur lequel on a été accompagné par l'ARD pour collecter un maximum de plastique avant même que ça arrive au niveau des grands PNR de la SONAGED pour les alléger. Je pense que c'est un travail énorme que ces femmes-là sont en train de faire, qui va permettre vraiment de réduire vraiment le taux de plastique qui va arriver dans les grands conteneurs. Il faut savoir que le plastique, en général, c'est 60 à 70% des poubelles, des déchets. Donc, si on arrive à collecter, Monsieur le directeur général parlait tout à l'heure du tri. Le tri est important au niveau des maisons, au niveau des instituts, au niveau des entreprises, au niveau des écoles, pour leur permettre vraiment de pouvoir traiter les déchets après. Quand le déchet plastique est mélangé avec des déchets organiques, avec du sable, ça alourdit vraiment le travail, ça alourdit aussi les investissements qu'ils doivent faire. Tout à fait. Je croise des fois les véhicules de la SONAGED où on prend un grand camion Ben, un grand bulle pour soulever c'est vraiment de gros investissements qui leur coûtent cher. Et ça, c'est dû au fait que les populations ne font pas le tri avant. Je pense que c'est important qu'on éduque la population à prendre leur part dans le propre. Tout à fait. Le propre est l'affaire de tout le monde. Donc nous accompagnons la SONAGED sur la collecte avant que ça arrive chez nous. Je voulais dire aussi qu'il y a beaucoup de privés parlant de la création d'emplois sur le propre. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de créer des sociétés pour faire la collecte des déchets. Vous avez reçu par exemple M. Falbanda hier, C'est ça. Écotri, C'est ça. qui fait un travail formidable, parce qu'il y a des zones où les grands véhicules de la SONAGED ne peuvent pas arriver. Il y a des quartiers qui sont très sableux, eux, ils utilisent des tricycles. Il ne faut pas oublier les jeunes charretiers. Et ça, j'attirais l'attention de M. le directeur général, de jeter un coup d'œil à ce groupe de braves travailleurs qui sont là depuis des années, qui sont dans les petites rues, dans les petits quartiers, qui accompagnent la collecte. Avant que ça arrive chez nous, on est l'industriel, on est en bout de chaîne. Et la collecte des déchets ne peut réussir. Le propre ne peut réussir que s'il y a les industriels qui transforment ces déchets-là. Et nous, on est à ce niveau-là. Très bien, très bien. Nous en faisons des objets qui vont encore servir à la SONAGED, qui vont encore servir aux collectivités locales. Moi, je dis tout le temps, quand on dit le propre, moi, je dis ville fleurie, ville propre. Et ça, il faut je pense que Saint-Louis a besoin de beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs pour vraiment attirer. On reviendra évidemment sur toutes les initiatives de Plastic Industrie dans la deuxième partie de cette émission en détail, bien sûr. En tout cas, déjà saluer cette initiative. Vous parliez de Écotri. Et je pense que l'idée de ces jeunes start-upers, elle est quand même assez ingénieuse. C'est très simple. Ça ne complique pas le tri des déchets. Ils disent tout ce qui est mouillé, on met d'un côté. Tout ce qui est sec, on met de l'autre côté. C'est très simple et je pense que c'est assez pratique, pragmatique d'ailleurs. On pourrait évidemment adopter déjà ce modèle-là dans nos maisons. Tout ce qui est mouillé d'un côté, tout ce qui est sec dans l'autre. Et puis petit à petit, on va aller vers le tri des déchets organiques, les plastiques. Et on arrivera véritablement à ce qu'on souhaite tous, c'est séparer les différents déchets pour une meilleure transformation. 7h24 maintenant, la revue des titres est prête, Manon Ston. On va regarder justement ensemble et parcourir donc la une des quotidiens de ce samedi. C'est quand même inédit pour nous. Hein. En général, les samedis, la matinale est au repos. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est ça. Et l'initiative aussi appelle cela. Allez, on y va. La une du quotidien de service public, Le Soleil, de ce samedi 6 juillet 2024, c'est bien sûr
La deuxième édition de la Journée nationale de nettoiement, c'est aujourd'hui, c'est ici, Saint-Louis est à l'honneur. Le Premier ministre Ousmane Sonko attendu à Saint-Louis. Le Premier ministre est déjà là à Saint-Louis justement, depuis hier. Plus de 400 agents et du matériel lourd mobilisés pour la réussite de cet événement. Bassin de rétention du quartier Pikine 700, la plaie écologique de Saint-Louis. C'est vrai que là-bas, il faut évidemment tout un programme spécifique, j'allais dire, pour évidemment accompagner et arriver à obtenir des résultats concrets dans le cadre de la propreté, de la salubrité. Dossier, objet social et politique, c'est à la une de Besbi le jour. Balai au propre et au figuré, Sonko, Diomaye, le vieil homme et le balai tout simplement. Et vous apercevez à la une du quotidien Besbi le jour la photo du chef de l'État avec en mai le balai traditionnel qui résiste au balai moderne. C'est vrai que de plus en plus dans nos familles, on utilise d'autres types de balais, mais le balai traditionnel, évidemment, garde tout son intérêt et il continue évidemment à servir aussi. Moi, chez moi, j'en ai un. Je trouve cela très pratique, le balai traditionnel. Ça nettoie tout aussi bien. Le balai sec, comment on l'appelle? Le balai? Balai sec. Sec. Oui. Vous vous courbez pour balayer. Voilà. C'est pourquoi ils disent balai sec. Mais je vais vous faire sourire. La première fois que j'ai acheté ce balai, mon fils m'a demandé à quoi ça mais aussi à quoi ça servait. C'est l'un des symboles. C'est une autre génération. Oui, absolument. Tout à fait. Bien dit. Tout à fait. Ce que le présent est en train de faire. D'ailleurs, le balai lui a été donné par un vieux Diola. Donc, comme quoi, attention à son balai. Est-ce qu'il l'a au palais avec lui? Non, il gardera chèrement, bien sûr. Le balai, certainement, si on a une banque nationale, comment on appelle ça encore? On le regarder là-bas? Voilà, on le regarder là-bas. Un musée? Voilà. Alune, tu es dans le secret des dieux, j'ai l'impression. Allez, Sud Quotidien maintenant sur le retrait ou le maintien de l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature. On en parlait hier justement. Verdict des juges et de la société civile à retrouver ce matin dans les colonnes de Sud Quotidien. Demba Kandji et Badio Camara qui optent pour le maintien du chef de l'État dans le Conseil supérieur de la magistrature. Le Public, c'est un autre quotidien générale également. À la une, Diomaye qui déchire l'éponge de Macky. Lorsqu'on a une concession du service public, la chose que l'État vous demande, c'est de payer des redevances. Ça, c'est un sujet qui concerne la presse. Et on le voit à la une de ce quotidien, la photo du président qui a reçu la convention des jeunes reporters. Il a rappelé sa position. Les impôts, tout le monde doit les payer. Mais moi, je suis totalement en phase avec le président. Heureusement que ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Je n'ai pas attendu l'alternance pour le dire. Je me dis, tout le monde doit s'acquitter de l'impôt. C'est comme aussi les questions sur les délits de presse. Je suis journaliste, mais je suis citoyen à la base, comme vous tous, comme nos invités. S'ils enfreignent la loi, ils font face. Ils en subissent toute la rigueur. Pourquoi le journaliste aussi devrait avoir cette faveur, avoir certaines planches qui lui permettraient d'éviter de faire face quand même à des dérives dans le cadre de l'exercice de son travail et autres. Je pense que moi, je ne suis pas en phase. Je fais partie peut-être des journalistes à le dire. Moi, je suis contre. Il faudrait que l'on soit responsable dans le cadre de l'exercice de notre travail, mais aussi que nos patrons de presse puissent s'acquitter de leurs impôts. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas payés à temps, qui ont un salaire de misère. On sait le milieu de la presse, surtout dans le privé. Et donc je crois que moi je suis en phase avec le président. On peut trouver peut-être des canevas pour de souplesse. Ça, je serais d'accord. Mais le fait de dire on doit honorer, là au moins on soigne des gens. Alors, le travail d'un clinicien et le travail d'un journaliste, quel est le travail le plus important, le plus sacré? C'est celui-là de sauver des vies. Alors donc on n'a qu'à leur accorder également cette possibilité-là. Alors on ne s'en sortirait pas. On parle de la prise en charge des ordures et tout cela. Donc s'ils ne paient pas l'impôt, mais le pays ne sera jamais construit. Nous autres, on n'a pas vraiment le choix. C'est déjà à la base. Et c'est tous les mois. Le bulletin, c'est ça, tous les mois. Tous les mois que ça passe. Je pense que cela doit se passer pour tout le monde. Les impôts, on doit les payer pour que le pays puisse aller de l'avant. On ne peut pas aujourd'hui demander à
certaines personnes de payer et à d'autres de ne pas payer. Ça ne se fait pas. Tout le monde doit payer les impôts pour permettre au Sénégal de se développer. C'est ça, parce que ces fonds, évidemment, quand ils sont bien gérés, permettent d'investir dans des services publics, les routes, les hôtels, les hôpitaux, j'allais dire tout simplement, les écoles, tout ça, c'est pour nous tous. Et donc, ce fonds-là sert également à cela. Tout le monde doit passer à la caisse, comme dirait l'autre. La une maintenant. Et je crois que le ministre de la Communication a annoncé des audits aussi dans le secteur de la presse pour voir qui est qui, quelles sont les entreprises qui sont présentes, qui gère quelle entreprise. Pour faire un tout petit peu le point, c'est important parce que ça pilule un tout petit peu de partout chez nous aussi. Et il est important de recadrer les choses. Ou non, il faut qu'on voit, il faut qu'on sache, il faut qu'on fasse le point. J'ai vu un magazine à Tiawan Paul, là aussi, il faut lister. Un magazine à Tivaouane Peulh. Un magazine à Tivaouane Peulh. C'est celui d'Aliou. En tout cas, on va enquêter et sortir justement les documents qu'il faut. 24 heures maintenant sur la disparition du soldat Fulbert Sambou. Ses frères d'armes réclament justice. L'affaire est revenue justement sur la table après la sortie de l'ancien ministre de la Justice. À la une de 24 heures ce matin, Babacar Diouf qui déclare ceci: nous sommes meurtris, nous, classe 98, nous demandons toute la lumière sur la disparition de notre ami Fulbert. Nous avons espoir que ces nouvelles autorités, nous avons espoir plutôt en ces nouvelles autorités. La une du quotidien Réumi, cette fois-ci, eh bien, c'est le même sujet qui revient. Leurs camarades militaires portent le combat, vous apercevez, à l'image justement les défunts, lumière sur la disparition de Fulbert Sambou et Didier Badji. Les deux frères d'armes que sont Fulbert Sambou et bien sûr Didier Badji. Le sujet revient donc à la une de Vox Populi, leur disparition en novembre 2022. Eh bien, les frères d'armes réclament tout simplement justice, des frères d'armes de Fulbert Sambou qui sortent donc de leur gond. Le titre illustre la une du quotidien Vox Populi de ce samedi matin. Là, on est à la une de Réumi. Voilà, Vox Populi est là maintenant. Enquête sur les fonds communs de la fonction publique. Ah. L'argent de la discorde. Le nerf de la guerre. Les fonds communs suscitent de vives polémiques au Sénégal. À faire, hein. Ils proviennent des amendes, des pénalités, des transactions et sont distribués trimestriellement. Ah non, c'est pas trimestriellement. Les amis du président et du Premier ministre devraient revoir également à la baisse un peu. Hein. Voici la question. Faut-il les généraliser à tous les agents de la fonction publique, les infirmiers entre espoir et désillusion? La grande question, est-ce qu'il faut généraliser ces fonds communs et ensuite peut-être, comme tu dis, rééquilibrer un peu les choses? Chez certains, c'est des millions, chez d'autres, c'est des miettes. Qui propose des sujets comme plutôt des services, en fait, qui fait du bénéfice, qui fait de la publicité, pour moi, dans le cadre d'une convention maison, ils peuvent bien, ces agents peuvent bien bénéficier de certains avantages. C'est le cas chez nous. C'est le cas, bien sûr, à la RTS. Génère des rentrées d'argent par le biais de la publicité et d'autres moyens également. Donc, c'est tout à fait normal. Et puis, c'est tellement dérivé. Non, ne dis pas. Non, ne dis, s'il te plaît. Avec nos amis des régies financières, là, il y a beaucoup de manipulations. C'est que les gens ont fait toute une polémique autour de ça, mais si vous regardez les montants... Voilà, pour sortir du cadre de la RTS, je pense qu'il faudrait quand même rééquilibrer. Moi, c'est mon cri du cœur. Il faut brutalement rééquilibrer pour qu'il y ait moins de frustration. Pour une meilleure redistribution, comme vous disiez tout à l'heure, DG. Le micro, s'il vous plaît. Oui, ça encourage tout le monde aussi à être performant. Parce que quand on a initié les fonds communs au niveau des sections financières, avec l'école de formation ENA que vous connaissez, c'était aussi pour éviter la corruption. Oui. Mais aujourd'hui, dans certains secteurs, aussi bien qu'il y a les fonds communs, mais la corruption, on a vu. Cela coule douce. Effectivement, même la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, aujourd'hui, si Abdoulaye a dit tout à l'heure, pourquoi les gens évitent les impôts ou bien même disent qu'on doit les exonérer, c'est pas juste. Parce que ça doit être du revolving. Ça doit aider la société à se refaire. Mais c'est comme ça que, tout à l'heure, j'appuie Sarah et Aline Badra, je crois qu'un travailleur, s'il a une prime, le matin, il peut être très motivé. Et c'est là où le fonds commun est important. Aucun Sénégalais n'est prioritaire sur l'autre. On est tous d'égale dignité, voilà. Absolument. Walf Quotidien, maintenant, sur un sujet qui forcément nous intéresse également. Et vous, parapublic, les rangs des chômeurs gonflent. Bon, là aussi,
On interpelle les autorités, il faut regarder. Vraiment, c'est assez compliqué parce qu'après 2 ans de CDD, si on ne renouvelle pas, on sait que les salaires, c'est important. Un jeune travailleur, on compte beaucoup sur lui. Quand ça s'arrête, c'est le désarroi un tout petit peu partout. Oui, c'était difficile, c'est triste même. Mais je pense que j'ai eu l'information selon laquelle quand il y a ces audits, c'est la norme d'arrêter pour faire les audits et ensuite reprendre. J'espère qu'on va les reprendre pour leur permettre de retrouver leur boulot. Et puis, ils nous aident beaucoup. Ce sont des gens travailleurs déjà et puis qui se battent beaucoup pour les différentes entreprises dans lesquelles ils travaillent. L'espoir fait vivre. Il ne faudrait surtout pas briser cet espoir-là chez ces jeunes. On termine la revue des titres très rapidement avec Stade Juventus dans le football. Interrogation ce matin. Très inspiré, nos confrères de Stade. Cannes 2025, vols spéciaux pour les Lions. Et on voit, ils ont choisi la photo de Sadio Mané et juste à côté, nos frères ivoiriens qui nous ont arraché le trophée cette année, véritablement, pour illustrer la une de ce quotidien. J'aime bien le titre. Oui. Serge Aurier, Sadio Mané, Côte d'Ivoire, Sénégal. Ça, c'était la Cannes 2023. Le fameux 5-3-2 là. J'ai pas trop envie de commenter ce sujet-là. On a perdu face aux Ivoiriens, à nos frères ivoiriens. On termine, record. L'Angleterre au défi d'une ambitieuse Sud. C'est aujourd'hui, on en a déjà parlé, ce sera en direct sur nos antennes que vous pourrez évidemment suivre ce match des quarts de finale. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On avance sur le conducteur. Voici un extrait du clip du jour. Dans un moment, le bulletin d'info, le tout en image. La dernière partie de cette émission sera consacrée à la transformation des plastiques. Il y a de l'or dans les ordures. On en reparle dans ce magazine. À tout de suite. Au Palais de la République, les reporters ont porté la parole de la presse. La convention s'est d'abord félicitée de l'oreille attentive du chef de l'État. Nous avons tout d'abord tenu à remercier le président de la République. Il nous a adressé une lettre le 3 mai dernier pour nous parler de ses ambitions. Mieux, il nous a conviés au dialogue national qui a été convoqué le 28 mai dernier. Nous avons eu à demander une audience et automatiquement, il nous a accordé cette rencontre, une rencontre au cours de laquelle nous avons évoqué plusieurs questions qui concernent la presse de manière globale. Nous sommes des reporters, mais nous sommes venus parler au nom de la presse dans sa globalité. Quand on parle de la presse dans sa globalité, on parle de la situation des reporters, le photographe, le caméraman, le reporter qui est sur le terrain au quotidien, mais également les patrons de presse, entre autres. La presse est un pilier de la démocratie. En encourageant les reporters, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé leur rôle dans la construction d'un Sénégal nouveau. Je voudrais féliciter les jeunes reporters pour leur engagement exceptionnel. Cet engagement que la Convention a pour l'excellence journalistique aussi me fascine. Et votre passion pour ce métier-là, elle reste fondamentale en fait, parce que quand on travaille dans des conditions difficiles, il est très compliqué de le faire s'il n'y a pas de passion. La presse est un pilier de la société et de la démocratie et vous avez votre rôle à jouer dans la promotion d'un Sénégal souverain, d'un Sénégal juste, équitable et prospère. Parce qu'en fait, c'est ce que nous voulons tous. L'audience a permis à la Convention de jeunes reporters de remettre au chef de l'État le rapport sur les conditions de travail des journalistes et techniciens des médias. Les résultats montraient que, par exemple, sur 216 reporters, la plupart n'ont pas de contrat de travail. Et ceux qui ont des contrats de travail également, il n'y avait pas un versement au niveau de l'IPRES ou bien au niveau de la caisse de sécurité sociale. Nous avons eu des reporters qui sont tombés malades, mais ils ont eu toutes les difficultés du monde pour être pris en charge au niveau des structures hospitalières ici au Sénégal. Conditions difficiles que le président Bassirou Diomaye Faye comprend, non sans rappeler les principes d'équité et de justice fiscale notamment. Cette question du non-reversement des cotisations sociales me permet de parler de la situation des entreprises de presse. Moi, je ne pense pas qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, puisse bâtir son modèle économique sur la base de « Ok, je vais pouvoir injecter des fonds, exploiter, faire
des bénéfices, ne pas payer des impôts pour garder plus de bénéfices ou pour régler même les problèmes de l'entreprise. Un modèle social ne peut pas être bâti sur la base de la fraude fiscale. Ce n'est pas possible. Aucun pays sérieux n'accepte ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour les entreprises de presse? Vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'effacement de la dette fiscale des entreprises. En tout cas, avec moi, ça ne s'est pas passé et ça ne se passera pas. Donc le dernier effacement, c'est la dernière fois que ça se passe. C'est la loi qui dit quand vous employez quelqu'un et qu'il a un revenu, il doit payer des impôts. Et votre impôt n'est pas arrivé à destination. C'est ça le problème. Du journalisme pour l'investigation, l'initiative qui est en cohérence avec l'éthique et la déontologie qu'il promeut. Pour le reste, des concertations sont en vue pour accompagner d'autres projets comme la formation continue des journalistes, l'habitat, bref, de meilleures conditions de travail des jeunes reporters. Saint-Louis, une ville qui a un réseau d'assainissement assez dense, un patrimoine infrastructurel non négligeable. À Saint-Louis, nous avons à peu près 120 km de réseau d'eau usée, 120 km de réseau d'eau usée et 7 stations de pompage pour les eaux usées toujours et une station de traitement pour les eaux usées. Et pour les eaux pluviales, nous avons 45 km de réseau d'eau pluviale et 14 stations de pompage d'eau pluviale. Derrière ce tableau, plutôt reluisant, se cachent beaucoup de difficultés, comme ici à Pikine, qui abrite le plus grand bassin de rétention de Saint-Louis. C'est un bassin qui a été prévu pour recueillir l'ensemble des eaux pluviales et même maintenir ces eaux-là durant toute l'année pour recueillir les oiseaux migratoires. Et ces bassins, au début, ils étaient clôturés à 100% le bassin. Mais malheureusement, vous voyez, on a coupé tout le grillage et le bassin maintenant est devenu un dépotoir d'ordures. Saint-Louis a bénéficié du programme des 10 villes, mais l'impact n'est pas grand. Les travaux sont toujours en cours. Saint-Louis avait une plus grande particularité et avait à peu près un financement de plus de 15 milliards qui était prévu pour Saint-Louis. Et à Pikine, nous avons un réseau d'eau usée que nous avons commencé à installer. Et là, le canal que vous voyez ici, c'est un canal qui a été prévu pour recueillir l'ensemble des sorties qui alimentaient le bassin. Parce que le niveau du bassin est devenu plus haut maintenant que le réseau. Donc on était obligé de créer un canal qui va recueillir l'ensemble de ces 5 sorties qui alimentaient le bassin et créer une nouvelle station. On a une nouvelle station à construire, une nouvelle grande station de eaux pluviales. Et comme ça, on aura à annuler le bassin. Et à chaque fois que vous voyez des eaux débordées, des eaux usées qui débordent, que ce soit des eaux usées ou des eaux pluviales, c'est parce qu'on a eu à rejeter des corps étrangers dans le réseau. Les responsables de l'Office national d'assainissement comptent sur la compréhension et un changement de comportement des populations pour changer la donne. Les riverains jettent souvent des ordures dans les canaux d'évacuation, une situation qui perdure. C'est un acte républicain et ça se fait chaque année. Pour l'année 2024, la Commission a pour mission de stabiliser l'année académique. Pour sa feuille de route, le professeur Jean-Louis Correa et son équipe se doivent de traduire en acte les orientations du gouvernement. Ces orientations ont pour nom la finalisation de la base de données des bacheliers le 31 juillet prochain, l'orientation des bacheliers le 19 septembre et lundi 21 octobre, le démarrage des cours. C'est une mission qui est extrêmement importante parce que nous avons vu par le passé beaucoup de difficultés dans l'orientation des bacheliers et difficultés justement qui avaient une grande incidence sur la stabilité du calendrier académique et le déroulement de l'année académique. L'objectif du ministre depuis le début, ça a été de rétablir le calendrier académique. Cela fait 2 mois que le ministre de l'Enseignement supérieur travaille pour stabiliser l'année scolaire. Il a parcouru les universités pour un diagnostic situationnel afin de faire des arbitrages corrects. Donc finalement, on est dans un pacte où les universitaires disent oui, nous pouvons faire l'effort d'arriver à une stabilisation de l'année, mais il nous faut l'accompagnement. Et le gouvernement est en train de dire oui, si vous faites ces efforts, nous allons vous accompagner. C'est ça le pacte. Et si toutes les 2 parties respectent le pacte, normalement, on va vers la stabilisation de l'année académique. Comme les autres années, le gouvernement a pris la décision d'orienter tous les bacheliers. L'année dernière, on a orienté 73 000 bacheliers à peu près. Cette année, si le taux de réussite est bon,
autour de 50-51%, on aura 80 000 bacheliers. Et l'intention du gouvernement, c'est de les orienter tous dans les universités publiques, dans les ISEP comme dans les universités privées. Du point de vue de l'actualité, 2 points importants ont été soulevés lors du débat. Normalement, il y a des catégories d'élèves qui n'auraient pas dû faire le bac cette année. Ce sont ceux qui étaient forclos, donc ceux qui auraient dû déposer leur dossier depuis janvier qui ne l'avaient pas fait. Il y a aussi ceux qui ont des problèmes d'état civil. Exceptionnellement, le gouvernement, sur les instructions du Premier ministre et du Président de la République, a décidé de donner une deuxième chance à ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire. Donc nous allons ouvrir la période de réinscription très rapidement. On est aujourd'hui vendredi, le 5, dès la semaine prochaine, entre le 8 et le 10, c'est que 3 jours. Toutes ces questions vont être débattues par le nouveau président de la commission d'orientation des bacheliers et les universitaires. Et très rapidement, le ministre de l'Enseignement supérieur va procéder au démarrage de la mise en œuvre. Merci de choisir Quinqueliba. Nous sommes en direct aujourd'hui. C'était le bulletin d'info. Merci tout particulièrement à Habib Mbaye qui nous regarde encore ce matin et qui contribue au débat. Je lirai tout à l'heure son commentaire et sa question, évidemment, pour le directeur général de la SONAGED qui fait partie de nos invités également ce matin. Alors, nous sommes à Guedjndar, je l'ai rappelé depuis le début de cette émission, à la plage véritablement. Pourquoi on est ici? Parce que le premier coup de balai sera donné ici par le Premier ministre Ousmane Sonko qui est actuellement dans la vieille ville. Il est arrivé donc hier soir. Eh bien, le premier coup de balai sera donc donné ici même sur cette plage. La matinale Quinqueliba donne le là en vous présentant tout simplement le lieu. Regardez un tout petit peu à quoi ça ressemble et vous comprendrez l'urgence et l'importance justement de cette journée de nettoiement. Pour refermer le magazine de ce matin, eh bien, parlant de transformation de ces déchets et des déchets plastiques notamment, avec Daba Fall qui est en plateau avec nous. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. À Lune. Voilà, Daba Fall, une lumière. Elle fait partie des rares dames à s'investir dans ce secteur en étant industriel, capitaine d'industrie, donc dans le secteur du nettoiement à travers sa structure Plastec Industrie qui est implantée dans le Wallo, plus précisément à Richard Toll. C'est ce qui en fait véritablement la particularité, le charme. Mais cela démontre encore une fois son courage. Et puis parce qu'elle a osé quand même monter un tel projet ici, loin des grands centres urbains. Vous aurez pu peut-être le faire à Saint-Louis, peut-être d'aucuns vous auriez conseillé de vous rapprocher de Dakar pour la structure. Alors pourquoi vous avez tenu à le faire ici dans le Wallo, plus précisément à Richard Toll, Madame Fall? Merci Aline Badara. Nous avons choisi de le faire ici dans le nord, au Wallo, parce que nous sommes Wallo. Oui. Très fiers et j'adore la région de Saint-Louis et j'adore le Wallo. Et aussi, surtout, pour mieux participer parce que toutes les industries de transformation des déchets plastiques sont basées vers Dakar, Thiès. Nous sommes la seule industrie dans la zone nord. Donc, si nous quittons, qui va transformer les déchets du Wallo? Donc, notre présence est très importante. Alors, je rappelle que vous êtes ingénieur en génie des systèmes industriels, c'est bien cela? Oui. Alors, pourquoi vous êtes intéressé à la question de la valorisation des déchets? Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans ce monde-là? Ayant l'opportunité d'investir dans la transformation plastique, tout de suite, je me suis dit qu'il fallait travailler sur les déchets. Et je suis passionnée d'industrie, je suis passionnée de conception, je suis passionnée d'innovation. Donc, je suis en plein dans mon métier et dans ma passion. Je suis ingénieure en génie des systèmes industriels. Après, un DUT génie mécanique à l'ESP de Dakar. Donc, la mécanique, c'est une passion pour moi. C'est pour cela que le plastique, c'est de la chimie, mais c'est de la mécanique. Alors, vous aurez pu vous contenter d'un emploi salarié dans une structure publique ou parapublique, ou voire même dans le privé, mais vous avez osé, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, votre engagement est salué en fonction par rapport aux retombées
si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous avez eu véritablement gain de cause? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un retour sur investissement? Parce que quand même, j'imagine que ça n'a pas été simple, ça ne peut pas être simple d'ailleurs, de mettre sur pied une unité industrielle. C'est très difficile. Nous sommes un pays qui culturellement n'est pas industriel. On est très souvent découragé à aller chercher un job parce que l'entrepreneuriat à la base n'est pas facile. Et entreprendre dans l'industrie, c'est de grands investissements, aussi bien financiers mais humains. Nous sommes dans une zone où il est parfois très difficile d'avoir les compétences qu'on a besoin pour nous accompagner. Mais on est bien dedans. Sarah, une dame modèle pour toutes ces filles-là qui font des études poussées. Absolument. Il est possible de tracer son propre sillon et puis d'investir, de croire en soi et de réussir dans l'entrepreneuriat. Déjà le parcours, ensuite être une femme dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Quand on sait que dans nos sociétés, on ne peut pas enlever à la femme le côté famille. La société nous impose des devoirs également et gérer tout ça, ce n'est pas toujours évident. Ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est que depuis 2019, vous réussissez à transformer ces plastiques en pots de fleurs, en luminaires et d'autres articles véritablement aussi. Pourquoi avoir choisi particulièrement de se tourner vers des pots de fleurs, des articles de décoration, j'ai envie de dire finalement, avec ces plastiques-là? Parce que je sais qu'on peut en faire autre chose. Oui, en fait, j'adore la déco, j'adore la nature, et faire des pots de fleurs me permet de cumuler les deux. Je disais tout à l'heure, quand on entreprend, on est dans sa passion, et toujours les objets que je développe, c'est toujours pour répondre à un besoin. Et faire des déchets plastiques, les transformer en pots de fleurs, je trouve que c'est une image qui est très géniale. Partir de déchets, de quelque chose qui n'est pas joli, et en faire un objet qui est très joli et qui va rendre joli le cadre de vie. On sort les déchets de la maison et on les ramène autrement. On les ramène autrement. Transformer mieux, plus beau d'ailleurs finalement. C'est ça. Et le business model derrière, est-ce que finalement, le retour sur investissement, comme disait tout à l'heure Alioune Badara Kane, est-ce qu'il est garanti? Comment ça se passe concrètement? Depuis 2019. Depuis 2019, on n'a pas encore un retour sur investissement parce que nous sommes toujours dans la phase d'investissement. C'est de nouveaux produits, c'est un nouveau secteur. Nous sommes dans la zone nord où beaucoup de choses vont venir de Dakar ou de l'étranger. Mais j'y crois fermement. Je sais qu'on aura ce retour sur investissement. Elle est votre partenaire, naturellement, j'imagine bien, de DG, parce que quand même, si vous aviez autant d'investisseurs dans le secteur du nettoiement, dans la récupération des déchets, votre tâche serait moins fastidieuse. Bien sûr. Moi, j'ai même envie de penser à une ambassadrice du Nord pour ce domaine. On a déjà une direction entière qui s'occupe de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, en tant que référence de la gente féminine, les féministes vont me dire que moi je pense à... Mais effectivement, aujourd'hui, les femmes aussi ont leur place dans notre secteur. Et au-delà de ça aussi, dans les milieux universitaires, comme les écoles polytechniques, on en compte maintenant beaucoup. Mais il faudra qu'on soit plus factuel sur les produits. Parce qu'on forme beaucoup d'ingénieurs, mais après, ce qu'on appelle fuite des cerveaux et autres, ils tendent vers le Canada et autres. Effectivement, moi, j'ai été enseignant au département de géomatique du G15. On a des départements comme la structure métallique, froid et climatisation. Aujourd'hui, entre l'université, les laboratoires d'enseignement polytechnique et aussi les écoles de formation, il faut qu'on ait des dames comme ça pour inspirer les étudiants. Voilà. C'est bien dit. Alors, vos besoins aujourd'hui, c'est vrai que vous n'avez pas du tout tendu la main à l'État. Vous avez cru en ce projet, vous êtes lancé au sortir de votre formation, mais quand même, vous auriez besoin de certains accompagnements. Est-ce qu'en termes de financement, de marché par rapport à la commande publique, parce que on équipe bien également nos entreprises publiques et autres là, quelles seraient vos principales attentes, Madame Fall? C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur les fonds propres et du coup, ça limite beaucoup l'évolution de l'entreprise. Transformer du plastique dur, ça nécessite des investissements. Donc aujourd'hui, on a énormément besoin d'accompagnement
sur les investissements pour pouvoir avoir des machines qui nous permettront d'incorporer le maximum de matières premières recyclées. Et ça, c'est ça qui va permettre de transformer tous ces déchets en des objets ludiques. Nous avons aussi besoin de l'accompagnement des universités, des chercheurs, des écoles supérieures pour vraiment travailler sur la recherche de tout type de plastique doit pouvoir être transformé. Et aujourd'hui, nous en transformons très peu. Et ça, il y a besoin d'une collaboration entre les privés et l'université et la recherche pour travailler là-dessus. En tout cas, félicitations. Merci. Et vraiment bravo. Hein, nous sommes vraiment subjugués par cette volonté inébranlable dont vous faites preuve pour venir à bout de la problématique des déchets ici au Sénégal. Votre contribution, elle est importante, elle est magnifique. Et j'espère que quand même les autorités compétentes seront à vos côtés pour que Plastek Industrie soit un fleuron de l'industrie ici dans le Waalo. Et DG, un dernier mot à l'intention de vos hommes qui sont déjà sur le terrain. Il y a la question de Habibou. On va se partager en 30 secondes. Sa question, c'est loin de Saint-Louis, loin de Mbebes, est-ce que DG, vous êtes prêt à venir à bout de la bombe écologique que constitue la décharge de Thiès, de Cœur, Massamba Gueye? Les Thiessois comptent sur vous. Ouais. Merci Habibou pour cette question. Parce que je salue Habibou, c'est une question intéressante. Aujourd'hui, effectivement, ça c'est du rôle du Promojet qui a été initié pour un peu faire les requalifications. Les décharges souvent nous fatiguent parce que pourquoi celle de Thiès a rejoint l'habitat? Parce que souvent on avait avec le code de l'environnement ou bien les normes de l'OMS des normes à respecter. C'est comme dans le cadre de la volaille ou autre, on ne peut pas cohabiter avec une décharge. Et souvent nos éboueurs ou bien même ce qu'on appelle les boudjumans, ils brûlent pour récupérer le fer, etc. Donc je crois que Keur Massamba fait partie aussi des décharges comme Kaolack, comme Oussouye, comme Ziguinchor. Effectivement, parce que pendant la saison des pluies, la décharge est inaccessible au niveau de Ziguinchor. Mais on est prêt à descendre et on l'a déjà fait parce qu'on a des programmes sur site à Thiès. Voilà. Eh bien, DG, votre mot de la fin, ce sera? D'abord, remercier la RTS, notre éternel partenaire, et je salue son directeur général, mon frère et ami Pape Alé. Qui est là, en ce moment, évidemment. L'autre jour, on parlait d'un partenariat qu'on doit toujours redémarrer, revivifier. Mais effectivement, c'est toujours important de vous retrouver. Mais aussi, je lance un appel à tous les Sénégalais de soutenir notre société, la Sonaged, parce que c'est un outil qui sert à tout le monde. Les déchets, tous les jours, on en sort de nos maisons. Effectivement, le capital humain, on en a parlé. Mais c'est des gens qui sont respectables. Moi, je le dis, je suis leur premier partenaire parce que je dois écouter leurs difficultés au quotidien pour remonter ça vers le président. Et aussi, je lance un appel à ces autorités qui ont posé les déchets sur nos têtes. Là, c'est trop lourd. Hein. Il faudrait qu'on nous assiste avec mon mentor qui est là à Saint-Louis, qui va voir de ses pans de la gestion des déchets, Ousmane Sonko, qui connaît bien les milieux qu'il va visiter ce matin. Merci beaucoup. Quelque part, il retourne un tout petit peu chez lui, puisqu'il a été Sanarois. Mon cher Abdulaziz Ban, merci. Oui, merci beaucoup. On se retrouve à Dakar. Oui, Inch'Allah. Vous me laissez à Julien. Non, on ne vous laisse pas ici, c'est pourquoi j'ai dit on te ramène avec nous, évidemment. Merci beaucoup, mon cher Alioune Badara. Merci Dabafal également d'avoir été sur ce plateau avec nous. Bonne continuation à vous. Merci aux différentes équipes techniques de la RTS mobilisées pour vous permettre évidemment de suivre cette émission. La journée se poursuit ici à Saint-Louis, télé et radio pour vous accompagner et vous permettre de vivre, de ne rien rater de cette journée nationale de nettoiement. Merci encore une fois de votre fidélité. On est là, ils sont là les techniciens depuis 3h du matin, hein, même depuis hier jusqu'à minuit ils ont installé. C'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve avec le même plaisir à Dakar. En attendant, eh bien, on va se lever. Dans quelques heures maintenant, même pas, il est 8h03, à 9h, eh bien, la cérémonie officielle va démarrer. Dans quelques minutes, le Premier ministre sera là. On va nous profiter évidemment de ces belles vagues de la plage. Et puis, on sera là au rendez-vous également pour nettoyer. Merci encore une fois à toutes et à tous et excellente journée. On y va, on laisse les micros.